Madagascar, André Rajoelina et Marc Ravalomanana sont au coude à coude au terme du premier tour de la présidentielle, une tendance confirmée par les premiers résultats provisoires et très partiels publiés ce jeudi. En Guinée, 2 hommes ont été tués mercredi par des tirs de militaires guinéens dans une banlieue de Conakry, secouée dans la journée par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Et puis en Ouganda, Stella Nyanzi, universitaire et militante, a de nouveau été inculpée et placée en détention provisoire. Elle est accusée d'avoir publié des propos obscènes contre le président Yoweri Museveni et sa défunte mère. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À Madagascar, les 2 anciens chefs d'État et candidats, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, sont au coude à coude au terme du premier tour de l'élection présidentielle. Une tendance confirmée par les premiers résultats provisoires et très partiels publiés ce jeudi par la commission électorale. Il faut dire que le président sortant, Heri Rajaonari Mampianina, n'arrive que très loin derrière, en 3e position. Les images. Selon les premiers résultats de la Commission nationale électorale indépendante qui porte sur 147 des 24 852 bureaux de vote à Madagascar, Andry Rajoelina en tête obtient 43,5% des suffrages, suivi de Marc Ravalomanana avec 42,44%. Très loin derrière, en 3e position, arrive l'ancien président Heri qui décroche 2,93% des voix. Le taux de participation provisoire est estimé à 47,18% par la commission électorale. Si personne n'a obtenu 50% des suffrages au premier tour, un second tour sera organisé le 19 décembre entre les 2 candidats arrivés en tête. 36 candidats étaient en lice pour ce scrutin considéré comme un test pour la consolidation de la démocratie à Madagascar. L'élection cette année est l'occasion pour Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina de rendre leur revanche dans les urnes. Marc Ravalomanana a occupé le fauteuil présidentiel de 2002 à 2009, date à laquelle Andry Rajoelina lui a succédé à la suite d'un coup d'État jusqu'en 2014. Les 2 hommes avaient été interdits de se présenter à la présidentielle de fin 2013, une décision imposée par la communauté internationale pour tenter d'apaiser le climat politique à la suite des violences meurtrières de 2009. Restons à Madagascar où le vote s'est déroulé hier mercredi dans le calme et sans incident majeur. Je vous propose de faire un retour sur une journée de scrutin avec notre envoyé spécial Narcisse Oum. Près de 10 millions d'électeurs malgaches ont voté ce mercredi pour le premier tour de la présidentielle. Une élection à suspense dominée par 3 ex-chefs de l'État. Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina et Heri Rajaonari Mampianina. Dans la capitale Antananarivo, les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures. Les gens sont en train de regarder leur nom dans la liste électorale, de rechercher leur carte électorale auprès du bureau de Fouktane. Pour l'instant, en grande partie, ça va. Il y a certaines personnes qui ne sont pas inscrites dans la liste électorale, mais comme la loi, c'est la loi, on ne peut pas y faire autrefois. Ouais. Des petites files d'attente se sont formées dans la matinée devant les lycées et écoles d'Antananarivo, transformés en bureaux de vote. Très satisfaite d'avoir accompli mon devoir. Merci. Bien voté là, parce que aujourd'hui c'est pour Madagascar. Les électeurs malgaches seront-ils trouvés chaussures à leurs pieds sur les 36 candidats en lice? Rien n'est moins sûr. La méfiance envers les hommes politiques n'a jamais été aussi grande. Selon les observateurs des élections rencontrés sur le terrain, il y a eu certes quelques petits problèmes techniques qui ne remettent pas en cause la crédibilité de cette élection. Les électeurs retiennent leur souffle. Les résultats seront connus dans quelques jours. Depuis Antananarivo, je suis Narcisse Oum pour Sika Télévision.
En Guinée, 2 hommes ont été tués mercredi par des tirs de militaires dans une banlieue de Conakry, une banlieue secouée dans la journée par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. L'annonce faite par des proches des victimes a été confirmée par une source hospitalière. Les détails. Mamadou Bella Baldé, 30 ans, est tombé sous les balles des militaires qui ont ouvert le feu, le touchant mortellement à la tête alors qu'il sortait de chez lui avec 3 de ses amis dans le quartier de Wani Dara. L'un de ses compagnons, Mamadou Alimou Diallo, a été également touché à la poitrine, selon des proches. Les 2 autres qui étaient avec eux ont été blessés, mais ont eu la chance d'avoir la vie sauve. Une source à l'hôpital Ignace Dine a indiqué que l'établissement avait reçu les 2 corps, mais aucun commentaire des autorités n'était disponible dans l'immédiat. L'opposition guinéenne avait appelé à une nouvelle journée ville morte ce mercredi. Selon des témoins, les manifestations qui se sont bien déroulées toute la matinée du mercredi et une partie de l'après-midi s'étaient déjà calmées au moment du passage des militaires. Dans la journée, 2 jeunes d'une vingtaine d'années avaient également été blessés par balle à Koza, une autre banlieue de Conakry, alors qu'ils érigeaient des barricades sur une route. Selon l'opposition et les décomptes de la presse, une centaine de manifestants ont été tués par les forces de l'ordre depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé en décembre 2010. La mouvance présidentielle affirme pour sa part que 12 membres des forces de l'ordre ont été tués au cours de cette même période. En bref, au Zimbabwe, 47 personnes ont trouvé la mort mercredi dans la collision de 2 cars sur la route reliant la capitale Harare à Ruisep, une ville de l'est du pays. L'annonce a été faite par la police. La presse d'État parle également de 2 enfants qui font partie des morts. Il faut dire que les accidents de la circulation sont très communs au Zimbabwe où les routes sont défoncées en raison du mauvais entretien depuis plusieurs années. Au mois de juin dernier, 43 personnes avaient déjà été tuées dans un accident dans le nord du pays sur la route menant à la Zambie voisine. En Ouganda, Stella Nyanzi, universitaire et militante ougandaise, a de nouveau été inculpée et placée en détention provisoire. Elle est accusée d'avoir posté des propos obscènes sur son compte Facebook à l'adresse du président Yoweri Museveni et de sa défunte mère. Reportage. Stella Nyanzi a de nouveau été inculpée. L'universitaire et militante ougandaise a été placée en détention provisoire ce mercredi pour des propos obscènes postés sur son compte Facebook à l'adresse du président Yoweri Museveni et de sa défunte mère. Elle est donc inculpée pour avoir prétendument perturbé la paix, la tranquillité ou le droit à la vie privée du président Museveni et de sa mère défunte. La militante ougandaise est apparue au tribunal après avoir passé 5 jours en cellule dans un commissariat. Stella Nyanzi n'est pas à son premier démêlé avec la justice ougandaise. Déjà en 2017, elle avait été arrêtée et placée en détention pour avoir notamment comparé le président Museveni au pouvoir depuis 1986 à une paire de fesses. Elle avait aussi multiplié les attaques nominatives contre la ministre de l'Éducation, qui n'est autre que l'épouse du président Museveni, lui reprochant d'avoir renoncé à une promesse de campagne sur la fourniture gratuite de serviettes hygiéniques pour les jeunes filles scolarisées. Chercheuse associée à la prestigieuse université de Makerere à Kampala, Nyanzi est titulaire d'un doctorat sur les sexualités en Afrique. Il faut dire que ses commentaires sur Facebook, où elle est suivie par plus de 200 000 personnes, divisent la société ougandaise, un pays largement conservateur, mais dont une partie de la population, notamment au sein de la jeunesse, souhaite voir le président ougandais quitter le pouvoir. Les élèves enlevés lundi dernier au Cameroun ont été libérés, mais on reste toutefois sans nouvelles de 4 autres personnes enlevées au même moment que ces jeunes gens. Plus de précision à travers cet élément. C'est dans un camion de la gendarmerie que les collégiens libérés ont été ramenés à Bamenda. Après un contrôle médical, ils ont été conduits à la délégation régionale de l'enseignement secondaire où ils étaient attendus par le gouverneur et leurs familles. Les circonstances de cette libération n'ont pas été élucidées, mais dans un communiqué, le porte-parole de l'armée camerounaise, le colonel Didier Badjek, a indiqué que les ravisseurs avaient été localisés et la zone bouclée. Selon lui, c'est pour cette raison que les terroristes avaient libéré les enfants dans une église à Bafut, à 25 km de Bamenda. Almost
Presque tous ceux qui ont été enlevés ont été libérés. 4 personnes sont toujours portées disparues et nous sommes en train d'élaborer une stratégie pour les ramener. Très contente, oui, vraiment contente, parce que je pensais que quand ils kidnappent les gens, ils ne reviennent plus. Heureusement, mon enfant est rentré, je suis très contente de le retrouver. Ces élèves avaient été enlevés dans la nuit du dimanche à lundi avec le directeur de l'école, le chauffeur et un enseignant. Le rapt n'a pas été revendiqué, mais les autorités camerounaises accusent les sécessionnistes anglophones. Au Burkina Faso, la coalition des associations des personnes vivant avec un handicap a organisé une marche de soutien aux forces de défense et de sécurité à Ouagadougou et dans les chefs-lieux de région du pays. Dans les artères de la capitale, cette marche les a conduits au cabinet du Premier ministre où les membres de cette coalition ont déposé un mémorandum. Reportage Claude Romba. La coalition des associations des personnes vivant avec un handicap a battu le rappel de ses membres et ses partisans. Ils étaient plusieurs centaines à prendre part à cette marche. Objectif, apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité engagées dans le combat contre le terrorisme. Nous, personnes vivant avec un handicap, saluons cette exceptionnelle mobilisation citoyenne d'aujourd'hui que nous organisons pour apporter notre soutien indéfectible à nos vaillantes forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux populations de la région du Sahel, du nord et de l'est déjà éprouvées par les attaques terroristes. Saluons votre engagement patriotique, votre détermination citoyenne à défendre résolument aux côtés de nos forces de défense et de sécurité l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté nationale, les valeurs de la République et à combattre sans faiblesse les terroristes d'où qu'ils viennent. Dans le document remis à Mamadou Sérémé, le directeur du cabinet du Premier ministre, la Coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap invite la jeunesse à ne pas se laisser manipuler par les fausses raisons islamiques utilisées par les terroristes pour recruter ou justifier les actes criminels. Nous, organisation des personnes vivant avec un handicap, sommes déterminés plus que jamais à nous battre à vos côtés. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armes, contre cette secte terroriste et nous vous encourageons à poursuivre les efforts visant à renforcer les capacités opérationnelles de nos forces armées, nos forces de défense et de sécurité. Rappelons que le Burkina Faso fait face actuellement à une recrudescence d'attaques terroristes au nord et à l'est du pays. Au Bénin, la 12e édition de la caravane du livre et de la lecture a été lancée hier mercredi. C'était à la faveur d'une conférence de presse qui s'est tenue à Cotonou. On fait le point avec Candice Deboué. La lecture, un sport cérébral pour notre bien-être. C'est le thème retenu dans le cadre de la 12e édition de la caravane du livre et de la lecture qui parcourt le Bénin pour aller à la rencontre du public. Cette caravane du livre qui se tient du 7 au 10 novembre vise à contribuer à une éducation de qualité, à inciter les élèves, les étudiants à la culture de l'excellence et aux autres professionnels passionnés de la littérature à voyager au cœur de la culture africaine. Elle permet au public amoureux de la lecture de découvrir les trésors de la littérature contemporaine africaine en général et béninoise en particulier. Durant cette période, les libraires sortent de leur boutique, vont vers leurs potentiels lecteurs, surtout les endroits où le livre est le plus cruellement absent. Les lecteurs découvrent les écrivains de leur pays ainsi que les œuvres littéraires autres que celles prescrites. Ils achètent des livres à prix réduit et peuvent participer à des conférences débats, des animations culturelles itinérantes gratuites. Soulignons que l'innovation cette année est la rencontre avec les étudiants de la faculté des lettres modernes, langues, arts et communication FLAC sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi. La culture, ce n'est pas seulement la danse, les chants, c'est aussi la tradition orale. Donc, c'est par la lecture que nous pouvons rayonner notre culture. Je voudrais souhaiter à haute voix que le Bénin ait en fait une véritable foire du livre
qui ait un caractère international. La caravane du livre et de la lecture est une initiative des libraires du Bénin avec le soutien de l'Association internationale des libraires francophones. En 12 ans, la caravane a sillonné au Bénin plus d'une trentaine de villes et villages, plus d'une centaine d'établissements publics et privés, une vingtaine de structures partenaires ainsi qu'une centaine d'auteurs béninois locaux et vivant à l'étranger, avec plus de 100 titres de livres en littérature africaine par caravane, illustrant la richesse de la diversité éditoriale africaine ces 10 dernières années. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.